Une rumeur minuscule a soudain enflammé Ouagadougou sous un ciel tendu. Alors que la planète l'ignorait presque, cette alerte aérienne a métamorphosé le quotidien local en rappel brutal de souveraineté contestée. Que signifie réellement cette escalade pour vous, si Ibrahim Traoré refuse toute? La suite pourrait bouleverser bien plus encore. Dans cette affaire qui paraît n'être qu'un débat sur un survol aérien, l'enjeu réel dépasse largement le simple contrôle du ciel burkinabé. Au cœur du problème se trouve la question suivante. Jusqu'où un État peut-il défendre sa souveraineté sans déclencher une confrontation aux conséquences imprévisibles? Le bénéfice potentiel est c'est clair. La possibilité pour le Burkina Faso de consolider une autonomie politique longtemps remise en cause. Un gain symbolique et stratégique de 10 à 12 mots qui redéfinit sa place dans le Sahel. Mais ce pari implique un risque majeur que beaucoup sous-estiment. Si la tension autour des drones occidentaux glisse du domaine diplomatique vers une réponse militaire, le pays pourrait entrer dans un cycle où chaque décision durcit les lignes et réduit les marges de manœuvre. Et voici le que se passe-t-il si la pression extérieure se combine aux fractures internes? Dans un contexte marqué par la présence croissante des groupes armés, chaque geste de défi devient un test qui n'affecte pas seulement le pouvoir, mais aussi la stabilité de millions de civils. La crise apparente des drones n'est en réalité que la face émergée d'un enchaînement plus profond. Et deux faits le révèlent d'emblée. En 2022, le renversement du gouvernement et la fermeture des bases françaises ont ouvert une brèche stratégique que personne n'a su refermer. Ces décisions, en quelques mois seulement, ont déplacé l'équilibre du Sahel vers une zone de tension où chaque acteur tente désormais de redéfinir sa place. Se éclaire l'arrière-plan essentiel. La rumeur d'un survol occidental n'est pas un incident isolé, mais la conséquence logique d'une trajectoire enclenchée dès l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Trajectoire où la souveraineté devient un principe non négociable et un terrain de confrontation à part entière. Pour comprendre la portée de cet épisode, il faut revenir brièvement aux premières secousses du coup d'État de 2022. Le régime précédent était perçu comme trop aligné sur les priorités occidentales, notamment dans la lutte contre le djihadisme. Lorsque Traoré a pris le pouvoir, il a immédiatement expulsé les forces françaises. Un geste qui a provoqué une rupture spectaculaire dans l'architecture sécuritaire régionale. Ce choix a entraîné un double effet. D'un côté, un élan massif de soutien populaire, visible dans des rassemblements de dizaines de milliers de personnes. De l'autre, une réorganisation précipitée des influences extérieures, chaque puissance tentant de protéger ou d'étendre son périmètre. À mesure que les bases étrangères fermaient, le Burkina Faso s'est trouvé pris entre plusieurs dynamiques contradictoires. Les groupes djihadistes ont profité de l'incertitude pour renforcer leur position, tandis que de nouveaux partenaires, en particulier la Russie, ont proposé leur aide pour combler le vide sécuritaire. Ce glissement d'alliance a été perçu par certains comme un acte de libération, par d'autres comme un échange de dépendance, plutôt qu'une rupture véritable. Dans ce contexte, la rumeur autour des drones occidentaux n'apparaît plus comme une provocation isolée, mais comme le premier signe visible d'un bras de fer géopolitique où chaque mouvement teste la résistance d'un État qui revendique son autonomie tout en affrontant ses fragilités internes. Pour saisir la dynamique réelle qui s'est installée au Burkina Faso après les premières ruptures diplomatiques, il faut regarder ceux qui, loin des discours officiels, ont porté le poids des décisions sur le terrain. Ce ne sont ni des stratèges en uniforme, ni des émissaires étrangers, mais des figures locales souvent invisibles, prises dans une transformation qu'elles n'ont pas choisie, mais qu'elles subissent chaque jour. Leur trajectoire éclaire un pays où l'aspiration à la souveraineté s'entremêle avec la fragilité d'un quotidien instable. Le premier cas est celui d'un officier de la région du Soum, confronté à la vacance créée par le départ précipité des conseillers militaires étrangers. En quelques semaines, il a dû réorganiser ses unités, adapter des procédures et mobiliser des recrues peu formées, tout cela pendant que les groupes armés testaient les nouvelles failles du dispositif sécuritaire.
Ce changement n'a pas été vécu comme une libération instantanée, mais comme une course contre la montre où chaque retard pouvait coûter une position stratégique. Le second cas concerne une habitante de Kaya, plongée dans l'incertitude économique née de la réduction des aides extérieures. Pour elle, la souveraineté s'est devenue une réalité ambiguë, porteuse d'espoir, mais synonyme d'une vie où les prix augmentent, où les programmes humanitaires ralentissent et où le sentiment de sécurité reste fragile. Son expérience montre que les décisions géopolitiques, même justifiées par un idéal national, se répercutent d'abord sur les plus vulnérables. Au croisement de ces parcours individuels apparaît une évidence. La souveraineté proclamée impose aux citoyens une réorganisation quotidienne qui dépasse la sphère militaire ou diplomatique. Et la véritable question reste simple. Jusqu'où cette pression peut-elle tenir ? Tout commence par un déclencheur net, la rumeur des drones. Quelques mots échappés dans les réseaux diplomatiques suffisent à embraser un territoire déjà saturé de tensions. À Ouagadougou, l'onde de choc est immédiate. Les radios locales s'emballent, les discussions de rue s'excitent. Les unités militaires resserrent leurs protocoles. Le simple bruit d'un appareil étranger devient un signal d'alerte, perçu comme un test direct de la détermination nationale. Dans cet instant précis, l'État comprend que l'épisode n'est pas anodin. Le timing, surtout, tombe au pire moment. Les forces armées sont engagées sur plusieurs fronts, tandis que l'opinion publique se montre à la fois fière et inquiète. La scène est dressée. Le moindre faux pas peut déclencher un engrenage. La montée en puissance se fait brutalement. Ibrahim Traoré sort du silence et s'adresse à la foule sous un soleil écrasant. Son discours frappe comme un coup de tonnerre. « Nous ne sommes pas des colonies ». En quelques phrases, il transforme la menace en symbole. Il oppose frontalement la souveraineté nationale aux ingérences supposées. Ce geste galvanise les partisans, mais il envoie aussi un signal clair aux chancelleries occidentales. Le Burkina Faso ne reculera pas. Dans le même temps, les partenaires extérieurs recalculent leur position. Les Français, déjà évincés, y voient une escalade. Les Américains s'interrogent sur les marges de coopération restantes. Les Russes, eux, saisissent l'occasion pour renforcer leurs offres militaires. Sur le terrain, les groupes armés exploitent la confusion. Les attaques se multiplient dans le nord. Les axes routiers se ferment. Chaque jour apporte son lot de rapports contradictoires. La tension devient structurelle. Le point culminant survient lorsque plusieurs sources locales affirment avoir observé des appareils suspects près de la frontière malienne. Rien n'est confirmé, mais l'effet psychologique est immense. Les basses burkinabés se mettent en posture défensive. Les unités anti-drones sont activées. Les messages circulent en boucle dans les radios militaires. Le gouvernement répète que le pays restera debout. Pour une population déjà épuisée par l'insécurité quotidienne, cette annonce agit comme un électrochoc. Elle ranime la crainte d'une guerre par procuration. Dans les zones rurales, beaucoup interprètent l'épisode comme la preuve que la rupture diplomatique n'a pas fermé les portes du conflit, mais les a simplement déplacées. La perception se cristallise. Le Burkina Faso est désormais un territoire où chaque acteur extérieur teste les limites du nouveau régime. Puis viennent les répercussions, lentes et profondes. Sur le plan régional, plusieurs États voisins réévaluent leurs alliances. Le Mali et le Niger basculent à leur tour vers des partenaires non occidentaux. Les missions internationales rétrécissent. La présence humanitaire s'amincit. Les budgets de développement diminuent. À mesure que les flux extérieurs se contractent, les tensions internes augmentent. Pour les Burkinabés, l'épisode des drones devient un marqueur. Certains y voient la naissance d'un nouvel ordre panafricain. D'autres y perçoivent le début d'un isolement dangereux. Mais une chose se confirme. L'escalade n'a pas été un accident. C'est la conséquence directe d'un pays qui revendique un changement radical de trajectoire au prix d'une instabilité croissante.
La situation sécuritaire du Burkina Faso repose d'abord sur un constat simple. Avant 2022, la présence étrangère structurait l'essentiel du dispositif, alors que depuis la rupture, le pays doit assumer seul une charge sécuritaire beaucoup plus lourde. Une transition qui a profondément modifié les rapports de force internes. Cette bascule crée un décalage mesurable entre les capacités disponibles et l'intensité des menaces qui se multiplient dans plusieurs régions instables. Pour comprendre cette dynamique, 3 indicateurs permettent d'évaluer l'ampleur du défi auquel fait face l'État burkinabé, désormais dirigé par une équipe qui, autour d'Ibrahim Traoré, veut ancrer la souveraineté comme principe cardinal de gouvernance. Le premier indicateur est politique. 65% de soutien populaire ont été enregistrés juste après l'expulsion des troupes françaises. Ce pourcentage témoigne d'un élan national inédit qui a légitimé les décisions stratégiques du nouveau régime. La phrase correspondante, ce score reflète une aspiration collective à rompre avec les schémas d'ingérence passés. Cet appui massif a servi de socle aux réformes rapides, mais il a également produit une attente immense, celle de voir la souveraineté se traduire en amélioration concrète de la sécurité, un objectif difficile dans la complexité actuelle. Le deuxième indicateur est économique. La signature d'accords militaires, estimés à 800 millions de dollars sur 3 ans, avec des partenaires extérieurs, notamment russes. Cette somme représente un transfert financier considérable pour un pays dont les marges budgétaires sont limitées. La phrase d'explication. Cet investissement vise à combler d'urgence les lacunes laissées par la fin des coopérations occidentales. Cependant, la question demeure. Ces dépenses renforceront-elles durablement l'autonomie ou créeront-elles une nouvelle forme de dépendance? Le troisième indicateur est humanitaire et diplomatique. La réduction de 40% des aides provenant de l'UE et des États-Unis depuis 2022. Ce recul a un effet direct sur les programmes de santé, d'éducation et d'infrastructure. Phrase explicative. Ces coupes fragilisent les communautés déjà éprouvées par la crise sécuritaire. La diminution de ces ressources place le gouvernement dans une position stratégique difficile, car il doit simultanément financer les opérations militaires, maintenir les services essentiels et répondre aux attentes d'une population qui espère des résultats rapides. Ces chiffres, pris ensemble, montrent un pays engagé dans une course contre le temps. Les dépenses militaires augmentent, les menaces armées s'intensifient, les soutiens financiers se contractent, et la légitimité politique dépend désormais de la capacité à traduire un idéal de souveraineté en amélioration tangible. Le défi est donc double, affirmer une indépendance géopolitique tout en évitant l'effondrement de structures déjà fragiles. Dans ce contexte, le gouvernement tente de compenser les pertes en multipliant les partenariats sécuritaires, en modernisant les capacités anti-aériennes et en encourageant la mobilisation populaire. Mais chaque avancée dans un domaine semble provoquer une tension nouvelle dans un autre, révélant un équilibre instable où chaque décision agit comme un levier qui déplace le problème sans jamais le résoudre complètement. La trajectoire engagée offre une opportunité historique, mais elle expose aussi le pays à une vulnérabilité accrue. Tout dépendra de la manière dont seront arbitrés les choix budgétaires, sécuritaires et diplomatiques dans les mois à venir. 2 visions s'opposent désormais au sujet de la stratégie poursuivie par le Burkina Faso. La première soutient que la rupture avec les puissances occidentales constitue un acte nécessaire pour sortir d'un cycle d'ingérence qui, pendant des années, n'a pas permis de stabiliser la région. Selon cette lecture, la présence prolongée des forces étrangères n'a pas produit les résultats attendus. Les attaques djihadistes ont continué d'augmenter, les populations rurales se sont retrouvées isolées, et les mécanismes de coopération ont semblé répondre davantage aux priorités internationales qu'aux besoins fondamentaux des Burkinabés. Pour ceux qui défendent cette ligne, se libérer de cet encadrement était la seule manière de reprendre l'initiative stratégique. La seconde vision affirme au contraire
que cette rupture accélérée expose le pays à un isolement dangereux. Ses partisans estiment que la réduction de l'aide humanitaire, la contraction des financements de développement et la fin des coopérations sécuritaires traditionnelles affaiblissent mécaniquement les capacités de l'État. Ils soulignent que depuis 2022, les groupes armés ont profité du vide laissé par le retrait étranger pour multiplier les offensives, compliquant le travail de l'armée et accroissant la pression sur les civils. Pour eux, s'en remettre à de nouveaux partenaires militaires comporte un risque, celui de remplacer une dépendance par une autre, sans résoudre les causes profondes de l'instabilité. La réponse à cette opposition doit tenir compte des faits disponibles. Le soutien populaire élevé constaté après les premières décisions politiques montre bien qu'une partie importante de la population percevait l'ancienne configuration comme inefficace. Ce même soutien explique la mobilisation accrue des jeunes et la volonté de défendre une souveraineté devenue un marqueur identitaire. Toutefois, l'augmentation documentée des violences, renforcée par la fragmentation des alliances internationales, rappelle que la transition n'a pas encore produit les améliorations sécuritaires que beaucoup espéraient. Les indicateurs convergent vers une conclusion prudente. La rupture a donné une impulsion politique forte, mais elle n'a pas encore réussi à stabiliser durablement le terrain. Tout bascule en silence. Ce n'est pas un affrontement visible, ni une déclaration tonitruante, mais un glissement discret qui modifie l'équilibre du rapport de force. Alors que l'attention publique reste concentrée sur la menace de survol étranger, un autre mouvement se consolide dans l'ombre. Plusieurs unités anti-drones, récemment modernisées, commencent à opérer de manière autonome dans le nord et l'est. Cette évolution change la nature du contrôle aérien, car elle réduit la dépendance aux appuis extérieurs tout en révélant les limites de la transition sécuritaire. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient la figure à travers laquelle la population interprète chaque ajustement stratégique. Les circulations d'informations internes, plus structurées qu'il y a un an, montrent que l'État tente de reprendre l'initiative en étendant ses capacités de surveillance, non par une montée en puissance spectaculaire, mais par une série de petites décisions qui finissent par transformer le terrain. Se révèle une tension nouvelle. Le pays gagne en autonomie technique, mais cette avancée s'accompagne d'une pression accrue sur les zones frontalières où les groupes armés testent immédiatement la moindre modification des dispositifs militaires. Là apparaît ici, le conflit ne se joue plus seulement entre États et puissances extérieures, mais dans la capacité à maintenir ses gains fragiles face à des adversaires qui se réadaptent en permanence. Les effets concrets du tournant stratégique prennent forme à travers 4 champs distincts qui, ensemble, montrent comment le pays absorbe la nouvelle donne. Le de la section précédente révélait l'apparition d'une autonomie technique fragile. Ici, ses répercussions deviennent visibles et mesurables. Pour les institutions publiques, l'expansion progressive des capacités anti-drones représente un gain partiel de contrôle, mais elle impose aussi une charge opérationnelle étendue dans un contexte budgétaire serré. Les administrations locales doivent répondre à des demandes croissantes liées à la sécurité, ce qui ralentit les programmes civils. La centralisation des décisions auprès du cercle rapproché du pouvoir resserre la chaîne de commandement, mais réduit parfois la flexibilité régionale. Dans ce tableau, la figure d'Ibrahim Traoré devient un point de référence politique. Chaque avancée ou retard est immédiatement associé à son orientation souverainiste. Pour les communautés rurales comme urbaines, la situation produit un effet contrasté. Elles perçoivent un regain de vigilance aérienne, mais la vie quotidienne reste marquée par l'incertitude. Les déplacements interrégionaux se complexifient lorsque certaines routes sont jugées trop exposées et les prix augmentent sous l'effet des perturbations logistiques. De nombreuses familles se rapportent que les services humanitaires, déjà réduits, peinent à suivre le rythme des besoins. La souveraineté apparaît alors comme une promesse, mais aussi comme une contrainte qui redéfinit les priorités essentielles. Sur les fronts du Nord et de l'Est, les unités militaires remarquent immédiatement le changement. Chaque mise à niveau technologique
annonce une adaptation rapide des groupes armés. Les commandants rapportent que les dispositifs anti-drones améliorés ont limité certaines incursions, mais les combattants rivaux répliquent en diversifiant leur d'attaque. Cette dynamique crée une pression permanente sur les soldats, qui doivent couvrir davantage de zones avec des moyens à peine stabilisés. La montée en puissance technique n'annule donc pas le risque. Elle modifie seulement la configuration du champ de bataille. Dans l'espace sahélien, les ajustements du Burkina Faso provoquent des repositionnements subtils. Le Mali et le Niger, déjà engagés dans leur propre rupture diplomatique, interprètent la nouvelle autonomie burkinabé comme un signal de consolidation régionale. À l'inverse, plusieurs partenaires occidentaux réduisent leurs interactions, ce qui déplace les canaux de coopération vers d'autres pôles d'influence. Cette redéfinition des alliances génère une zone mouvante où chaque pays jauge la capacité du Burkina Faso à maintenir ses avancées sans sombrer dans une instabilité prolongée. Le Sahel entre ainsi dans une phase où les stratégies nationales sont étroitement liées à des dynamiques géopolitiques en constante mutation. Le résultat global est clair. L'évolution technique et politique amorcée par le pays ouvre des possibilités, mais chaque progrès entraîne une contrainte équivalente. Le gain d'autonomie, révélé au haut, devient à la fois une force et une vulnérabilité, une équation que seule la stabilité future pourra résoudre. Les prochains mois formeront une zone charnière où la trajectoire engagée par le Burkina Faso pourra soit se consolider, soit se fragmenter sous l'effet de pressions simultanées. Les réajustements techniques révélés ouvrent un éventail de possibles dont 3 scénarios se distinguent par leur vraisemblance et leurs implications régionales. Chaque scénario repose sur les mêmes paramètres: intensité des attaques, cohésion institutionnelle, disponibilité des ressources et capacité à maintenir les nouvelles infrastructures de surveillance. Dans cette hypothèse, les dispositifs anti-drones se stabilisent progressivement. Leur utilisation devient plus régulière et les forces armées parviennent à limiter les percées adverses. La sécurité ne s'améliore pas de manière spectaculaire, mais elle cesse de se dégrader. Les relations régionales restent prudentes et les circulations commerciales s'adaptent à la nouvelle configuration. Ce scénario offre un équilibre instable mais tenable, à condition que les ressources financières suffisent à maintenir l'effort sécuritaire. Ici, les capacités aériennes modernisées permettent de réduire nettement les incursions sur certaines zones frontalières. Les communautés locales constatent une amélioration concrète. Les déplacements reprennent et les marchés régionaux retrouvent une forme de régularité. Les voisins sahéliens renforcent la coopération militaire, créant une zone de coordination plus cohérente. La confiance accrue attire des partenaires alternatifs, ce qui allège une partie de la pression budgétaire et donne au pays une marge d'action plus confortable. Dans ce cas, les menaces armées augmentent plus vite que les capacités de défense. Les groupes djihadistes s'adaptent rapidement, contournent les nouveaux systèmes et multiplient les offensives. La réduction durable de l'aide extérieure accentue les tensions sociales, tandis que les régions périphériques se retrouvent de plus en plus exposées. Les alliances régionales deviennent fragiles et le pays risque d'entrer dans une phase où chaque décision stratégique provoque un recul ailleurs. La meilleure manière d'aborder ces perspectives consiste à éviter l'opposition rigide entre réussite ou échec. Il importe plutôt de considérer les conditions dans lesquelles chaque scénario devient plus probable. Autrement dit, la clé n'est pas de prédire, mais de surveiller ce qui fait basculer la trajectoire. Les développements récents ne concernent pas uniquement les institutions ou les forces armées. Ils touchent directement la manière dont différents groupes perçoivent la situation et ajustent leurs priorités. Pour un premier ensemble d'observateurs, étudiants, travailleurs urbains ou membres de la diaspora, les changements en cours représentent surtout de nouvelles grilles de lecture politique. Ils suivent l'évolution des alliances, comparent les discours des différents acteurs et cherchent à comprendre comment la souveraineté affichée peut influencer à moyen terme l'intégration régionale et les perspectives économiques. Leur implication se construit par l'analyse
et la diffusion d'informations, un rôle croissant dans un environnement saturé de signaux contradictoires. Un second groupe, davantage tourné vers les réalités sociales locales, s'interroge sur l'impact direct des transformations sécuritaires. Pour eux, ce sont les conditions de déplacement, l'accès aux services essentiels et la stabilité des prix qui déterminent l'appréciation des politiques mises en œuvre. Lorsque les itinéraires deviennent plus sûrs ou que certaines zones commerciales rouvrent, ces évolutions sont perçues comme des progrès tangibles. Mais la moindre recrudescence d'incidents rappelle que les acquis restent fragiles et que les ajustements techniques ne suffisent pas à apaiser les inquiétudes quotidiennes. Enfin, un troisième ensemble, composé de jeunes engagés dans des initiatives communautaires ou dans les structures civiles émergentes, voit dans cette période une opportunité de renforcer la participation citoyenne. Ils observent comment la mise à niveau sécuritaire redessine les marges d'action au niveau local. Comités de vigilance, projets collectifs, collaboration avec les autorités municipales. Leur intérêt porte sur la capacité du pays à concilier souveraineté affirmée et dynamique communautaire durable, condition essentielle pour ancrer les progrès à long terme. Dans chacun de ces groupes, un même besoin apparaît. Disposer d'informations fiables pour comprendre comment ces transformations influencent la vie réelle et déterminer comment y prendre part de manière constructive. Face aux contraintes sécuritaires et économiques qui se resserrent, le Burkina Faso doit s'appuyer sur une trajectoire de solutions structurées, capables de produire des effets mesurables à court et moyen terme. Le pays a déjà engagé une réorientation majeure. Il lui reste maintenant à clarifier les priorités, organiser les responsabilités et définir les repères qui permettront d'évaluer les avancées. C'est dans cette perspective que l'action publique, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, peut se structurer autour d'un ensemble de mesures applicables et vérifiables. Les forces armées et les unités anti-drones doivent formaliser un protocole commun d'intervention. Quand, dans les 6 prochains mois, mesures, nombre d'incursions détectées et temps de réponse moyens, les municipalités, les autorités régionales et les équipes logistiques. Quand, progressivement, dès que certaines zones redeviennent praticables, mesures, réouverture d'axes commerciaux et évolution des prix de première nécessité, ministères sectoriels, santé, éducation. Infrastructure. Quand, au fil du rétablissement sécuritaire, mesures, taux de fréquentation des centres de soins, écoles rouvertes et continuité administrative, acteurs locaux, organisations africaines et partenaires non occidentaux. Quand, dans un calendrier flexible lié aux besoins régionaux, mesures, nombre de programmes cofinancés et capacité de soutien technique réelle, institutions nationales avec relais communautaires. Quand, en continu, mesures, rapport trimestriel sur les écarts entre planification et résultats. Ces étapes répondent directement à la question laissée en suspens au scénario précédent. La trajectoire future dépendra de la coordination, des priorités choisies et de la capacité à mesurer objectivement les résultats. Dans cette période où chaque évolution sécuritaire redéfinit les marges d'action du pays, une autre dimension se dessine, celle de la participation collective, un espace où les choix individuels et communautaires influencent la solidité du chemin entrepris. Les transformations observées ne reposent pas seulement sur les institutions, mais sur la manière dont chacun interprète la souveraineté, la transmet et la maintient vivante au quotidien. Les initiatives locales, les réseaux associatifs et les espaces de dialogue jouent un rôle essentiel pour relier les décisions nationales aux réalités vécues. C'est dans ces interactions, souvent discrètes mais constantes, que se construisent les formes de résilience les plus durables. Elles permettent de donner du sens aux efforts engagés, de les ancrer dans une vision partagée, plutôt que dans une simple réaction aux événements. Si ce récit vous interpelle, si vous y voyez des résonances avec les questions que vous vous posez sur l'avenir du Sahel, alors l'échange mérite de se poursuivre. Votre regard, vos analyses et vos expériences
peuvent enrichir cette réflexion collective.